J'adore. Salut les amis, on est de retour. Pump it up. C'est la fête. C'est ouf. Bonsoir à tous, bonsoir les amis et bienvenue pour ce nouvel épisode du Foutoir, partie 2 du même épisode en fait, c'est juste que on a changé les protagonistes, on a changé les sujets, mais c'est pareil, kiff Burrito. Que du kiff. kiff burrito, c'est ça. Donc là on a voulu faire cet épisode un peu en deux parties parce que la deuxième partie on a laissé écarter un peu du sportif. Et du coup, on s'est dit que ça méritait une deuxième partie. Donc, on fait ça comme ça. C'est peut-être un nouveau format. Commentez. Peut-être que vous direz, vous êtes nul à chier dans votre nouveau format. Possible. Vous avez qu'à nous le dire en commentaire. Si ça vous plaît, ben, vous nous dites ça nous plaît. Ouais, et puis, c'est comme ça. Donc, mes deux nouveaux protagonistes sont Jawed, le commentateur historique de la chaîne, celui qui est là que pour les grands événements, c'est-à-dire les récaps de Coupe du Monde, les finales de Ligue des Champions, les choses comme ça. Les boss, moi je deal qu'avec les boss, les grands boss. Et on est avec Reda qui est on va dire le fantôme de l'équipe qui apparaît quand il faut. Quand il faut, voilà. Exactement. Bon, alors on va commencer avec notre sommaire qui va parler en fait des extras sportifs dans le monde du football ces derniers temps, parce qu'en fait, on a remarqué que dans l'actualité foot en ce moment, une actualité sportive chasse une actualité extra sportive et ça s'enchaîne comme ça. Et donc on voulait en parler. Il faut qu'on parle de people un peu. Un peu de people, exactement. Donc on va commencer par le dossier tout chaud du moment. C'est Achraf Hakimi. Achraf Hakimi qui est accusé de viol par une meuf. Tu as sorti le mot direct. Bah c'est du accusé. On ne présume pas de sa culpabilité, mais il est accusé. Bon. Alors, est-ce que vous avez un avis? Écoute, c'est pas vrai. Il était avec moi, on était en train de faire... Écoute, moi j'ai vu ça à la radio, enfin à la télé marocaine, et donc c'était très rapide, mais apparemment il n'a pas été accusé, il n'y a pas eu plainte déposée, c'est juste... C'est le parquet qui s'est auto-saisi. Donc on va rappeler les faits. Donc il y a une meuf qu'on ne connaît pas le nom, qui est partie à la police, qui leur a dit voilà, cette personne m'a violé dans des conditions X, Y, Z. Elle a signalé ça. Elle a signalé, elle a dit qu'elle voulait pas porter plainte, mais en fait en France, la loi permet au parquet de s'auto-saisir d'une affaire. Si donc déjà ça s'est passé en France, genre à Paris. Ah oui, c'est à Paris. Donc en fait c'était le 25 février. Donc cette femme-là est partie le 26 pour dire comme quoi Achraf l'avait violée, que même elle était arrivée dans un Uber qui l'avait c'était lui qui lui avait envoyé pour la ramener, etc. Ouais. Donc moi je vous dis pas de parler à proprement parler des faits, mais est-ce que vous n'avez pas un sentiment que ces affaires extrasportives-là prennent de plus en plus de place dans la médiatisation du football en ce moment? Moi je pense que ça a toujours existé. Quand tu es connu, quand tu es riche, et quand tu es les deux, souvent ça va de pair, ben, tu deviens une cible pour ce genre de personnes qui, même un petit accrochage de voiture, le mec va faire semblant de mourir parce que tu es riche, parce que tu peux donner beaucoup d'argent et tu veux surtout pas apparaître, que ce soit vrai, que ce soit vrai de près ou de loin, tu veux pas apparaître dans ce genre d'affaires. Donc tu as toujours l'épée de Damoclès sur la tête et donc... tout le monde peut te menacer de tout et de rien, que ce soit vrai ou pas, ça a le même effet, ça entache un peu ta réputation. Donc c'est vrai que ça devient des cibles. Mais, et est-ce que tu penses, Jawed, que... Très bien cette remarque. Honnêtement, on dirait que je fais des podcasts souvent, genre. Vas-y, Reda, pour ta déclaration préliminaire, on va dire. Ma déclaration préliminaire. Alors, je suis d'accord, je suis assez d'accord avec Jawed. Il y a un gros côté d'appât du gain. Ouais. Après, je pense qu'il y a eu des mouvements un peu ces dernières années avec les MeToo aux États-Unis et tout ça qui ont, je dirais pas forcément, qui ont ouvert la porte à encourager les gens, enfin les femmes en particulier qui sont victimes de ce genre de choses. Après, on a vu
on a vu récemment avec l'histoire de Johnny Depp, etc., qu'il y a certaines personnes qui... Il y a des abus. Et comme tu dis, il y a le gros côté appât du gain. Mais est-ce que, du coup, en fait, nous, ici, on ne juge pas, on encourage bien sûr toutes les femmes qui sont victimes de viol à bien sûr déclarer si elles sont victimes ou pas. Mais nous, juste, est-ce que vous pensez que cet épisode, il peut avoir un impact sur le sportif? Est-ce que un sportif qui se retrouve du jour au lendemain accusé de viol peut cogiter ça dans sa tête? Est-ce que ça peut impacter ses performances? Est-ce que ça peut impacter son club? Ouais, je pense 100% que ça impacte. Il y a des joueurs, par exemple, si on prend le cas de Mason Greenwood de United, qui était un des joueurs les plus prometteurs de la Premier League et qui a vu sa carrière s'arrêter net du jour au lendemain. D'ailleurs, il est où lui? On a entendu parler. Il est interdit d'entraînement, etc., suspendu, alors que toute cette histoire... Il n'est même pas encore coupable en fait. C'est même pas qu'il n'est pas coupable, c'est que la victime présumée n'est autre que sa compagne. Compagne et que juste très récemment, il y a peut-être quelques jours, ils attendent un enfant ensemble alors que l'affaire elle vient de se terminer. Bref, il y a beaucoup de trucs, mais est-ce que ça affecte le côté sportif? 100%, je pense. C'est sûr. À moins que tu sois quelqu'un qui se protège, comme beaucoup de joueurs. On parlait notamment de Ronaldo, apparemment, qui a une armée d'avocats à l'entrée à chaque fois que tu te retrouves avec lui, etc., qui se couvre. Bien sûr que ça impacte, je pense. Et moi aussi, je pense que d'une façon plus globale, c'est qu'une fois que le foot, c'est devenu un show business. Donc en fait, et le show business et le milieu du sexe, en fait, en général, c'est très concomitant. Et donc on présume pas de la culpabilité ou pas de quelqu'un, mais finalement, qu'il y ait des histoires vraies ou des histoires fausses, je pense qu'avec la médiatisation du football, la starification du football, on va avoir de plus en plus de cas comme ça. Après, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait impacter le monde du football de façon durable? Ça pourrait être une bonne chose, j'ai pas compris. Non, est-ce que la starification, je parlais. Non, mais après, je t'ai dit, moi-même, les célébrités. Mais tu sais, je vais te dire, moi, pour terminer sur ce que j'ai vu sur les chaînes marocaines, automatiquement, on se met du côté de Hakimi parce que... oui, il y a aussi la connotation en ce moment, Saad Mjarad qui a été reçu des coupables, il y a tout un délire complotiste. S'il n'est pas coupable, il ne doit pas être puni. Même si c'est ton frère, ça doit se passer de la même manière. Et après, c'est des choses qui sont dures à prouver. C'est dur à prouver, bien sûr, parce que c'est être d'accord avant d'avoir un acte... un acte, on va dire, sexuel avec quelqu'un, être d'accord, donner l'accord ou pas donner l'accord, ça reste un peu ambigu, etc. Bien sûr. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent à sortir ces histoires une fois qu'elles sont, sans vouloir pousser le truc, mais il y a des femmes, par exemple, qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel. Non, mais sérieusement, il y a des femmes qui se retrouvent dans une chambre d'hôtel, dans des situations qui, quand même, avec un minimum de choses, c'est-à-dire qu'elles se mettent dans des situations où on peut s'attendre à ce qu'il se passe quelque chose. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que jusqu'au dernier moment, si elle dit non, c'est non? 100%. Oui. Mais après, mais ce genre d'affaires se multiplie en ce moment. On a l'affaire Mendy accusé de 8 viols, et on a maintenant Ashraf, il y a d'autres Neymar qui a été sauvé par une vidéo à la dernière minute. Neymar a failli y passer. C'est ça. Il a été sauvé parce qu'il a envoyé... Dani Alves. Donc, Dani Alves, il est en prison maintenant, je pense, ou non? Il est en prison. Je m'en occupe. Je finis ce podcast. Donc, il y a vraiment un problème au niveau de cette surmédiatisation des footballeurs qui finalement peut-être nuit à leur image. Est-ce que les footballeurs sont des bad boys en général? Bah bien sûr. Pas forcément, non, pas forcément, je pense pas. Ça dépend du type. Je sais pas si tu as déjà vu, par exemple, Hakimi est un bon exemple. Hakimi, moi en tout cas du peu que j'ai vu de ses interviews, de ses trucs, etc., c'est quelqu'un qui est quand même introverti, qui est assez ça veut rien dire, qui n'a pas non plus cette image de bad boy, je c'est-à-dire que tu n'entends pas parler beaucoup de lui. Mais est-ce qu'il y a un peu de politique aussi qui s'insinue là-dedans? Parce qu'on connaît les relations franco-marocaines tendues. Est-ce que un club français comme le PSG, une star marocaine, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une surmédiatisation, une surcouche
du fait que ça soit le Maroc, la France. Je pense que le fait que ça soit une célébrité, ça va faire parler. Quel que soit X, quelles que soient les nationalités, quel que soit. En général, la presse, la presse, elle aime bien appuyer ou appuyer insister sur les points qui l'arrangent. Mais après, comme les politiques, on l'a vu avec DSK ou les footballeurs, je pense qu'une fois que tu es quelque part, une fois que tu es quand même, tu as une certaine visibilité, etc., et tu sais qu'on t'attend au tournant, je pense que tu devrais mettre en place soit des mécanismes, soit dans ton comportement, etc., faire attention, parce que tu sais que tu es potentiellement victime de ça. Il y a une star, Keanu Reeves, qui à chaque fois qu'il prend des photos, ça c'est un super exemple, à chaque fois qu'il prend des photos, il s'assure de montrer ses deux mains. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, il essaie même pas d'accoler les gens, il montre ses deux mains. Pour éviter... On me dit dans la régie que Messi aussi, mais non. Donc, je sais pas ce qu'il a voulu dire. Il a dit Messi, mais j'ai pas... Bon alors... Il montre ses mains, etc. Alors qu'il est à la taille de certaines parties. Bon, c'est vrai que voilà, il peut laisser balader une petite main ou deux. Non, mais c'est vrai que maintenant, il faut faire super attention, surtout quand on devient... personne d'influence, quand on a de l'argent, quand on est connu, il y a énormément de gens qui cherchent à gratter un peu dessous. Donc c'est triste, mais c'est triste, mais là, faire signer des contrats avant de voir quelqu'un en tête à tête. Normalement, on fait confiance en général à la justice. Je parle de façon générale. On verra où cette affaire nous mènera. Mais ça, les faits, tu es pas d'accord avec moi? L'accusation, elle est déjà là. Ça va lui coller à la peau tout le temps. En fait, c'est vraiment ça le problème de ce qu'on appelle le temps médiatique et le temps judiciaire. T'as un temps médiatique, un temps judiciaire. Le fait que même nous, qui sommes vraiment un podcast qui est vraiment tourné vers le jeu, on arrive à faire aussi quand même des apartés comme ça pour en parler, c'est que franchement, le truc il rentre dans une... On cherche des vues quoi, on est désespérés. On est dans le désespoir. On a la dalle de vues, vas-y. Jamais le qu'on parle de Hakimi, ça se trouve il a rien fait, mesquine. mais c'est vrai que en fait... le temps médiatique, il est beaucoup plus rapide. Ça fait que quelqu'un qui est à peine dans une enquête préliminaire se retrouve épinglé sur tous les tabloïds. Et ça fait que peut-être, potentiellement, ça peut faire du mal. Comme quelque part, si c'est vrai à la fin, ça peut aller dans le sens des victimes qui, eux, peuvent faire valoir leurs droits. Donc, après, il n'y a pas tout à jeter. Moi, je pense que cette ambiance globale... est néfaste pour le football. Ouais, ça c'est sûr. Et que je pense que les clubs devraient resserrer la communication autour de leurs joueurs et aussi leurs activités extra exposées. Tu peux pas demander à un millionnaire de pas aller s'éclater avec ses copines. Bon, après il y a des primes d'éthique dans certains clubs, etc. Mais quand tu gagnes des millions d'euros, tu t'en bats les steaks. Tu sais. On dira à chaque mois on va te donner 10 000 euros. Mec, 10 000 euros, j'ai claqué ça hier soir. De quoi tu parles? Pas faux, pas faux. C'est vrai, mais est-ce que tu penses que c'est le rôle des clubs de faire ça ou chacun doit gérer sa propre trajectoire? Les clubs essayent de contrôler ça le maximum avec des primes d'éthique, etc. Mais en même temps, quand tu as des joueurs qui gagnent autant d'argent, leur rajouter un petit peu d'argent ou pas, après les empêcher d'aller s'amuser, après chacun s'amuse comme il veut. Ils peuvent pas mettre un chaperon devant chaque personne et emmener, voilà, il faut qu'ils soient accompagnés pour pas qu'ils fassent de conneries. Ils boivent, il faut pas oublier que c'est des millionnaires. C'est des millionnaires qui jouent au foot. Qui peut leur dire non? Ils ont c'est des gamins qui jouent au foot. Oui, des gamins millionnaires, stars. Est-ce que c'est pas aussi un défaut d'accompagnement des clubs? Hein? Attends, on me dit quelque chose en régie. Désolé, on a été interrompu par un élément perturbateur. Qui voulait pas, il nous a dit c'est pas la peine de faire la deuxième partie, mais il fait que parler maintenant. Non, il voulait pas. Non, bah revenons. Est-ce que tu penses pas que c'est le rôle des clubs de proposer un accompagnement à leurs joueurs? Parce que en prenant un joueur comme Achraf Hakimi qui commence au Real de Madrid dans les jeunes et qui d'un coup se retrouve propulsé dans l'équipe première du Real Madrid et où il joue pas beaucoup. Ensuite il part à l'Inter où il devient quand même un joueur notable. Et puis il arrive au PSG où il est, disons, satellisé comme une star internationale. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité du PSG de procurer à ses joueurs des conseillers, des psychologues pour les accompagner à mieux gérer? C'est-à-dire que Achraf, oui, monsieur Achraf, ne te mets pas dans telle ou telle situation parce que ça pourrait te conduire à telle ou telle situation. Ça c'est dans la théorie, c'est parfait. Mais Achraf, il a peut-être pris 2-3 petits verres
il est 11h du soir, il y a une nana qui le chauffe sur truc, tu veux qu'il fasse quoi? Je veux dire par là, tu veux qu'il ait qui? Tu veux que quelqu'un soit à côté de lui ou là, avant qu'il appelle, avant qu'il lui envoie le Uber, que quelqu'un contrôle ses appels? La théorie, c'est super. Non, mais de l'accompagnement psychologique. Non, de l'accompagnement psychologique. De l'accompagnement psychologique avant les faits, en fait. Mais souvent, il y a des accompagnements pour parler aux médias. On les non, mais je parlais plus Après, pour les coacher, en plus de leur vie privée, comment ils doivent gérer leur vie privée. C'est-à-dire que là, ça rentre dans l'ordre du micromanagement. Et ça, je pense que... va supporter ça. Non, mais par exemple, mettre à disposition quelqu'un qui pourrait aller vers les joueurs et leur dire, oui... Tu es passé d'un statut social neutre à une superstar. Voilà, il y a des choses, voilà les pièges. Est-ce que c'est pas de la responsabilité des clubs? Mais ils ont déjà ça, quelque part. C'est-à-dire qu'ils je suis pas sûr qu'ils aient ça, moi. Ils ont tous des public relations, ils ont tous des agents, ils ont tous des... Mais l'agent, il voit le pognon derrière le Mais après, gars. mec, c'est de la communication directe, comme tu dis. Déjà, ce qu'il faut pas oublier, qui est un point très important, je pense, c'est que déjà... des situations avec des filles, c'est un truc ponctuel, c'est-à-dire que c'est une fille sur 500 avec qui finalement il y a ces problèmes. Il faut pas oublier que c'est des personnes qui sont attractives aux yeux du monde, sollicitées par des femmes, des hommes, tout ce que tu veux, constamment, genre tous les jours. C'est-à-dire que le gars il s'emmerde un jour, il ouvre son Instagram, je suis sûr qu'il a de quoi se régaler pendant un an, genre. C'est sûr. Donc bon, je pense que ça clôture notre dossier sur le personnel. Court vite, c'est vrai. On verra ce que ça va donner. Bon, alors maintenant passons plus vers les clubs. Donc là où je vais briller. Donc récemment, on a appris plusieurs affaires extrasportives et on va se concentrer ce soir sur 3 clubs en particulier. On parle de Man City, de Man United et du Barça. Donc en fait, il y a deux affaires extrasportives qui sont plutôt négatives et une qui est neutre. On va commencer par la neutre, comme ça on commence par une note un peu plus positive. Léger. Donc c'est la vente de Manchester United, un club historique qui va être vendu, en fait dont les propriétaires veulent vendre le club. Ils en demandent 6 milliards d'euros. Ils ont 2 propositions sur la table, une du Qatar à 4,5 et une autre du propriétaire d'Ineos, Radcliffe, à 4,5, qui est un grand fan de Manchester United. Alors, ce club-là, c'est un club qui colore le monde du football, qui est dans une sphère très fermée des très grands d'Europe. Quel est votre sentiment par rapport à ces ventes? Est-ce que Man United doit être forcément vendu pour progresser ou est-ce qu'ils devraient plutôt faire le statu quo et rester avec leur propriétaire actuel? Voilà, la bonne question. Celle-là, je pense. Allez. Vas-y. Moi, je pense que déjà, c'est du charabia. un club dépend grandement des supporters et je pense que ça fait des années que les supporters réclament que les Glazers foutent le clan. Oh putain. Le clan. Ouais. Le clan, mais le. Foot. Mais où? Bref, foutent le camp parce que. Je pense que c'est une famille, pour ceux qui ne savent pas, américaine qui détient déjà des équipes dans les championnats d'autres sports américains et qui ont une autre approche au sport. C'est-à-dire que la machine marketing est importante, le résultat économique est important, etc. Chose que Manchester fait plutôt bien ces dernières années. Mais n'ont pas cette approche de bâtir une équipe. Ils ne comprennent pas, je pense, la philosophie du football en général, et en particulier celle de United, qui est quand même un club historique. Et toi, si tu devais voir, laquelle des offres tu préférais? Est-ce que tu préférais un vrai passionné comme Radcliffe, qui a déclaré sa flamme à Manchester United depuis qu'il existe, et donc c'est un vrai fan de Manchester United, ou un Qatar qui a les moyens peut-être de développer cette équipe dans... Et on voit notre ami Ali qui fait oui de la tête. Moi, je dirais que la première option est celle qui ferait le plus de sens dans un monde de bisounours. Mais la réalité, c'est que pour rivaliser avec ce qui se passe dans les autres clubs, etc., il faut avoir cette approche agressive qu'ont eu les propriétaires de City, qu'ont les clubs qui dépensent. On a vu Chelsea qui a dépensé, sans résultat certes,
mais qui ont dépensé, je pense, le record mondial. Donc toi, tu partirais plus pour la puissance financière. On est obligé. Plus que le passionné qui peut-être va insuffler un nouvel... Après, ceci étant dit, ce qui est bien avec l'approche qu'ont en général les investisseurs... passionnés Non, les investisseurs qui viennent, Qataris, Émiratis, etc. C'est qu'ils ont les clubs étants, on va dire. Ils ont une approche de ne pas lésiner sur les moyens pour avoir le résultat. Maintenant, il faut juste viser le bon résultat parce que les Glazers avaient... Mais les Glazers, c'était clairement une banque pour eux. C'est-à-dire qu'ils retiraient 30 millions, 40 millions par an. Mais après, leur objectif était atteint. Il faut juste que les objectifs des propriétaires soient alignés avec les objectifs du club, des supporters. Et des supporters. Et est-ce que les objectifs d'un Radcliffe seraient plus... Moi, je pense qu'un passionné qui veut voir son équipe remporter la Ligue des Champions, qui veut voir... sont plus alignés avec les supporters qu'un club état qui veut en faire une égérie, en fait. Je verrais plus comme ça. Oui, mais... Donc moi, si j'étais un supporter de Manchester United, ce que je ne suis pas, j'opterais plus pour le fan, plus que l'État. Bien sûr. Mais l'État va sûrement garantir plus de moyens que le footballeur. Jawad, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet? J'ai l'impression que tu es un peu timide. Écoute, les Cliffs, il faut arrêter de leur taper dessus parce que ça se trouve, ils sont sympas. Non, mais honnêtement, moi ce que je trouve intéressant, c'est tous ces clubs qui se font racheter. Est-ce qu'ils achètent une entreprise qui va leur apporter de l'argent ou est-ce qu'ils investissent dans un peu Non, mais le Manchester United, c'est une entreprise qui rapporte de l'argent. Elle rapporte entre 30 et 40 millions par an. Est-ce qu'elle vaut les 6 millions d'euros? Les 6 milliards. 6 milliards de dollars ou 6 milliards de dollars? Les Glazers en demandent 6 milliards et ils ont eu 2 offres à 4,5. Donc maintenant, d'après les dernières informations... on me dit que Qatar a proposé 5. 5 Aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, c'est tout frais. Exclusivité live. C'est parce que nous, on est des insiders, donc on a des contacts inside de clubs. Par exemple, une petite question. Est-ce que le Qatar, en achetant le PSG, elle a fait une bonne opération économique? Est-ce qu'elle a gagné de l'argent? Mais bien sûr, toutes les égéries qu'ils ont mis dans la Coupe du Monde, etc., tu crois quoi ça? C'est à travers le Qatar. Les droits télévisuels de Bein qu'ils ont générés, qu'ils ont vendus partout dans le monde, c'est grâce au PSG. Ouais. Bien sûr. Et après, il y a d'autres objectifs, parce que par exemple, tu vois la Coupe du Monde qui a été organisée au Qatar, où ils ont injecté un argent que je pense que... comparativement 22 milliards. Comparativement à l'Afrique du Sud, par exemple, ou un truc où on est à du x10 ou x20, etc. Des chiffres qui sont juste... mais où leur objectif n'est pas forcément financier, mais c'est-à-dire que exactement, c'est-à-dire qu'ils ont d'autres objectifs en tête. Et maintenant, pour un club de foot, c'est la même, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir le côté économique, etc. Mais il est un peu là, mais il faut l'entretenir parce que United a, je crois, la deuxième ou troisième fanbase au monde, je pense. C'est ça? La troisième. La première, apparemment, on me dit en régie. Donc, et ça, il faut l'entretenir. Ok, bon, on verra cette vente, ce qu'elle va donner. Mais moi, je pense qu'une vente de Manchester United, quel que soit X, s'impose pour renouveler un peu le... Apparemment, les Glazers, ils sont pas trop chauds pour vendre à moins de 6. Donc, ils attendent qu'on leur augmente. Mais on verra. Parlons des... J'ai 10 au fond là-bas, j'ai 10 au fond. Il y a 10 milliards là-bas. Donc, passons aux deux autres clubs qui sont dans des situations un peu plus négatives. Donc, on a le Barça qui est accusé, enfin qui n'est pas accusé, qui est réellement... Il a été prouvé qu'il avait payé 7 millions d'euros sur des années à un vice-président des arbitres qui était encore en exercice. Et on a d'un autre côté, on a un Manchester City qui subit des plaintes de toutes parts de la part de la Première Ligue. City, oui. J'ai dit United, pardon. City, pardon, désolé. Qui subit des plaintes de la part de la Première Ligue parce qu'ils ont enfreint des règles sur les revenus, sur le fair play financier. Plus de 200 chefs d'accusation à ce qu'on m'a dit. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on nous dit en régie depuis tout à l'heure. Parce qu'ici, on fonctionne qu'avec la régie. La régie, elle est bavarde. Donc, commençons par le Barça. Est-ce que vous trouvez normal qu'une équipe... Excuse-moi, juste petite question. Est-ce que le corps arbitral en question, c'est spécifique à l'Espagne ou c'est... oui, spécifique à l'Espagne. Donc, est-ce que vous trouvez normal qu'un club paye un vice-président de l'association des arbitres
plus de 7 millions sur une durée de 15 ans à peu près. 7 millions d'euros. Alors que cet arbitre, apparemment qui a été engagé pour donner des rapports sur l'arbitrage, ne fait que des rapports oraux. Est-ce que vous sentez pas la magouille là-dessous? Ça sent la fausse facture. En effet, j'ai rien compris. Mais bon, ça c'est. Je fais comme ça. Ça c'est une info qu'on vous donne. Le Barça a payé ça. Moi, ce que j'en pense personnellement, c'est que c'est louche. Il y a anguille sous roche. Je sais pas où est-ce que cette affaire va nous mener, mais ça peut être potentiellement très grave. Et c'est pas une bonne image pour ni la Liga, ni pour le football espagnol. C'est la preuve que nous, consommateurs de football, on consomme un produit, mais dont on ne connaît pas les ressorts. Et ça pose des questions qui sont beaucoup plus poussées. Il fait que depuis tout à l'heure, bon, est-ce que tu as un avis à donner sur Manchester United? Putain, quelle question. Non, City, pardon. Alors attends, sur City. Réfléchis. Est-ce que parce que ça revient, la régie ne marche pas très bien. Parce que ça revient à la question des clubs États qui sont des clubs qui sont gouvernés par des États et qui finalement on peut y injecter l'argent qu'on veut, on peut bidouiller les chiffres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un règlement qui permet de tu peux pas dépenser plus que tu n'as gagné? Mais bien sûr, il y a ce règlement-là. Bah donc ils enfreignent ce règlement. Mais en fait, ces gens-là, ils jouent avec les règles. Ils jouent avec les règles. C'est-à-dire qu'ils déclarent des revenus supérieurs à ce qu'ils ont reçu. Ils gonflent un peu les factures. Ils gonflent. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent compter sur un État qui a des entreprises et qui peuvent dire ouais bon moi j'ai reçu 200 millions de telle institution, de telle institution. Et ça, ne serait-ce que cette affaire-là et l'affaire dont on parlait juste avant de Manchester United repose vraiment cette question: est-ce qu'on a vraiment envie que les États s'insinuent dans notre football? Et c'est la question que je pose à Si Jawad. Bah écoute, moi je vais te répondre avec un truc, une petite pirouette, cacahuète. Mais pourquoi est-ce que on déciderait pas, voilà le budget que tous les clubs ont à disposition? Par exemple, on dit 20 millions d'euros par année. Fournis par qui? Par tout le monde. C'est-à-dire, c'est à eux de le fournir, mais le plafond c'est 20 millions d'euros. Pour tout le monde, par exemple, ou 10 millions d'euros, ou peu importe, moi je donne un chiffre comme ça. Pas, parce qu'après les factures elles peuvent toujours être gonflées, ils peuvent dire oui on a gagné ici, c'est des compagnies, copines avec eux, et vont les facturer encore beaucoup plus cher pour faire monter le prix, les chiffres, etc. Pourquoi est-ce qu'on dit pas voilà le seuil pour toutes les équipes? Et ça remettrait aussi. Bah c'est le fair play financier, mais ils trouvent toujours, oui, il y a toujours un moyen de le gruger, mais oui, est-ce que c'est le rôle de la fiscalité ou de l'État ou du ministère des Finances de s'ingérer dans les revenus d'un club? C'est là tu peux aller plus loin dans une ingérence de l'État où tu joues. Je vais laisser Reda répondre parce que je ne veux pas monopoliser non plus le truc. Vas-y. Bah écoute, moi je suis un peu perdu, je t'avoue. Parce que d'un côté, c'est vrai que c'est une compétition entre la plupart du temps 20 clubs qui doivent quand même... Qu'est-ce qu'il fait lui? Qui doivent quand même... Qu'est-ce qu'il y a? Mais vas-y. Bref, qui doivent quand même... c'est-à-dire compétitionner, comme disent nos Québécois. Non, mais qu'est-ce que tu penses de l'ingérence des États dans les clubs? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose pour le football? Je pense que... De base, non. Mais à partir du moment où il y a certains clubs qui ont un avantage, comme par exemple... Moi, personnellement, je n'aime pas voir dans le football, par exemple, ce qu'on a vu dans la Liga pendant tant d'années, c'est-à-dire avoir deux équipes qui monopolisent le championnat. Deux clubs qui font le truc, le reste... Donc tu penses que leur gueule est sale, mais leur argent est bon à prendre, grosso modo. Aujourd'hui, on n'a plus trop de choix. Ouais. Si Jawad a apparemment un avis éclairé vous est tombé sur la tête. Alors, je cite. City. City, c'est que United. Vas-y. C'est ChatGPT qui a écrit ça et on est encore en train d'améliorer les versions. Bon, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, c'était un épisode, un complément d'épisode qui était vraiment sur un peloton de la rigolade, mais on a parlé de sujets. On a parlé de sujets très sérieux, on a parlé de viol, on a parlé de fraude financière, on a parlé de gros mots. Mais franchement, ça nous faisait plaisir de faire ce petit appendice à l'épisode qui est sorti juste précédemment.
Et on vous pas de vous abonner. Voilà, on vous encourage à vous abonner. On vous encourage. Je pense que c'est tout pour nous parce que là on est très tard dans la soirée. Et je pense que les esprits s'embrument un petit peu. Donc on va rendre l'antenne sur ça. Ça nous faisait plaisir de faire un petit appendice comme ça, un peu décalé, un peu à côté. Rigolo, vous montrer un peu notre personnalité à travers c'est des sujets un peu plus compliqués, un peu plus sérieux. On va essayer de vous proposer un format comme ça en épisode par partie, etc. On va y réfléchir. Bien sûr. Ça demande de la technique, ça demande du temps. Et pour nous récompenser, on a les deux, vous inquiétez pas. Et pour nous récompenser, il faudrait que vous vous abonniez, que vous lancez des commentaires. Dites-nous ce que vous pensez sur l'affaire Hakimi, ce que vous pensez sur l'affaire Manchester United, ce que vous pensez sur l'affaire Manchester City. Et ça nous fera plaisir de vous répondre. On a un community manager qui s'appelle Enzo qui répond à tous les commentaires. Il n'est pas avec nous ce soir, mais on le salue grandement. Et je pense qu'on va rester sur ça. On va rendre les micros, on va rendre les studios. Et encore une fois, à ciao, bonsoir. Allez. Générique.